Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, le jeu que je vous montre est une drôle de créature ludique. C'est le premier jeu d'une compagnie qui était initialement spécialisée dans la création de figurines. Éventuellement, ils se sont tournés vers le jeu de société. Ils ont eu plusieurs beaux projets sur Kickstarter. Ça, c'est l'un de leurs premiers. Ça s'appelle This War of Mine. This War of Mine, dans le fond, ça va reprendre la guerre de Sarajevo. En fait, c'est inspiré clairement de la guerre de Sarajevo sans la nommer jamais dans le jeu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va contrôler un groupe de survivants qui va tenter de survivre à travers cette guerre-là. Fait qu'on va avoir à passer au travers un deck de cartes événements. Puis on va tenter, c'est inspiré d'un jeu vidéo, là, fait qu'on habite dans une espèce de maison. On tente d'améliorer cette maison-là, de la protéger, de la renforcer, de la rendre plus confortable pour qu'on puisse y survivre, qu'on puisse installer notre groupe de survivants, y survivre et passer au travers cette guerre civile-là en tentant de survivre à toutes les horreurs qui se passent autour de soi. C'est un jeu qui est très très narratif, plus narratif que mécanique. C'est un jeu qui a un gros livre de script avec 1900 quelques petits éléments narratifs qui sont à l'intérieur qu'on va croiser au fur et à mesure qu'on joue. C'est un jeu qui se joue, si je ne me trompe pas, jusqu'à 4 joueurs. C'est un jeu qui est extrêmement long. Une partie va durer, vos premières parties vont durer 8, 10, peut-être même 12 heures, mais il y a un système de sauvegarde qui va nous permettre de couper ces parties-là en différentes séances, puis de se rappeler où on était rendu, puis quels éléments étaient sortis du jeu, et ainsi de suite. C'est un jeu qui est très beau, je le dis tout de suite. Si vous avez vu mon top 100, vous savez déjà ce que j'en pense un peu. Mais donc pour l'instant, je vais vous montrer comment on installe ça. Je vais vous montrer comment on joue. Et je vais vous dire à la fin ce que j'en pense. Donc, étape 1, la mise en place. Comme vous le voyez, c'est un jeu qui a un grand plateau de jeu. Il y a plusieurs éléments à faire pour la mise en place, mais il n'y a rien de complexe à faire pour la mise en place. Essentiellement, il faut mettre tous les decks de cartes au bon endroit. Fait qu'est-ce qu'on a comme deck de cartes? Ici, j'ai un deck de cartes exploration, habitat, trouvailles, raid de nuit. Des decks de cartes qui vont servir quand on va envoyer nos survivants explorer la ville. Je vais avoir un deck de cartes pour les lieux, juste ici, qu'on va aller explorer. De l'autre côté, on a le deck de cartes couleur, action narrative, destin. Juste ici, j'ai le deck de cartes personnage dont je vais avoir à me servir pendant la mise en place, et un deck de cartes visiteurs. Les deux decks de cartes qui sont ici, ce sont les choses qu'on peut fabriquer tout au long de la partie. Fait qu'on va avoir un deck de cartes qui ont comme ça le coin vert juste ici en haut à droite. On en a une grande série, on va aller les mettre sur la pile de bricolage. Et on a un deck de cartes qui ont les coins orange qu'on va aller mettre sur la pile d'idées. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plateau en tant que tel? Je vais avoir beaucoup de cartes à placer, mais tout est indiqué sur le plateau. Je vais avoir certaines cases qui vont être indiquées. Ici, j'ai des barreaux, ici, j'ai un meuble, du gravat, des décombres, c'est tout indiqué sur le plateau. Et on va avoir différentes cartes à aller placer, chacun à son endroit correspondant sur le plateau. Les deux decks de cartes que je vais avoir manipulés en début de partie sont le deck de cartes événement et le deck de cartes personnages. Pour les personnages, on va toujours commencer la partie avec 3 personnages, peu importe le nombre de joueurs. On va piger des cartes. Les personnages parfois ont un cadre rouge, comme celui-là, et parfois ils ont un cadre noir, comme celui-là. Fait qu'on va piger des personnages jusqu'à temps qu'on a 2 personnages au cadre noir et un personnage au cadre rouge. Donc si je pige un deuxième personnage au cadre rouge, on va le mettre de côté pour l'instant. On continue jusqu'à temps qu'on a 2 personnages au cadre noir, un personnage au cadre rouge. La carte qu'on n'utilise pas, ou les cartes qu'on n'utilise pas, si on en a pigé plusieurs, on va les rebrasser dans le deck de cartes personnages. On va laisser le reste du deck ici. Ces cartes-là vont déterminer les personnages qu'on a en début de partie. On va aller choisir les figurines correspondantes. On va attacher chaque figurine avec un socle de la couleur de notre choix parmi les 4 socles de couleurs disponibles. Et pour se rappeler qui est qui, on va aller placer des petits jetons de couleur à côté de chacune des cartes correspondantes pour qu'on se rappelle quel personnage est qui en cours de partie. Mes personnages, on va les placer dans la maison, on va s'en servir plus tard. Et finalement, pour la mise en place des personnages, tout ce qui reste à faire, c'est qu'en début de partie, ils vont commencer avec une fin de
2. Il y a différents statuts qu'on peut avoir pendant la partie. Chaque statut est numéroté de 1 à 4 avec différents jetons. Fait qu'ici, j'ai mon statut de fin numéro 1 et le statut de fin numéro 2 qui est juste de l'autre côté. Fait que chaque personnage, on va aller lui placer de la fin parce qu'on est dans un jeu où on nage dans le bonheur, donc on commence affamé. Qu'est-ce qu'on a d'autre à placer comme deck de cartes? Le deck de cartes événements. Le deck de cartes événements, on va commencer par aller prendre les 3 événements finaux qu'on va brasser. On va aller les placer sur la pile événements. Par-dessus ça, on va aller placer la carte chapitre 3. Parmi le deck de cartes événements qu'on a, on en prend 4 au hasard. On les place par-dessus chapitre 3. Ensuite, chapitre 2. 3 cartes événements au hasard qu'on essaie de ne pas lancer partout sur le plateau. On place nos 3 cartes événements au hasard sur le dessus du deck. On complète avec la carte chapitre 1. Et notre deck est placé. Le restant de ce qu'il reste à faire, c'est des jetons. Fait qu'on va avoir des jetons eau, on va avoir des jetons bois et composantes. On va avoir 4 piles de jetons de couleurs différentes qui représentent les différents objets qu'on peut trouver dans nos explorations. Fait que grosso modo, les armes en rouge, les consommables, les jetons verts, tout ce qui est médicaments, ça va être des jetons de couleur jaune. Et autres, ça va être les jetons de couleur grise. On va avoir d'autres petits jetons ici à placer. J'ai des jetons froids qu'on va garder pas loin du jeu. J'ai des jetons barricades, j'en ai 3. J'ai aussi 3 jetons attente. Et j'ai une petite pile de jetons qui vont représenter les différents humains qu'on va pouvoir affronter, les bandits, les brigands, etc. qu'on va affronter pendant la partie. On a une pile de 2. On garde ça pas loin. On a un deck de cartes objectif de partie qu'on va se garder pas loin. On va avoir une mise en place à faire avec ça, mais on va le faire pendant la partie. On a un jeton pour le bruit quand on va explorer la ville. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Pour les composantes puis le matériel de base, c'est ce qu'on va avoir à faire pour placer la partie. Je précise qu'il peut y avoir des personnages qui vont se joindre à notre groupe pendant la partie. Donc même si on commence avec 3 personnages, on va garder notre 4e socle de couleur pas loin, ça se peut qu'on en ait besoin. Puis on va se garder notre pile de figurines qui reste pour les autres personnages pas loin aussi. Il est possible, même probable, que nous en ayons besoin pendant la partie. Fait qu'une fois que la mise en place est faite, on est prêt à commencer à jouer. Donc, une fois que notre mise en place est faite, là, ce qui est particulier à l'intérieur de ce jeu-là, c'est que c'est un jeu coopératif avec différents personnages, mais contrairement aux autres jeux coopératifs, les joueurs ne contrôlent pas chacun un personnage. Tous les joueurs contrôlent collectivement tous les personnages. Donc, la façon dont le jeu va se jouer, c'est que en commençant par une phase du matin, on va prendre toutes les différentes phases qu'il y a dans une journée, puis on va tenter de traverser chacune des journées jusqu'à temps qu'on atteigne l'objectif final de la partie qui nous indique que la partie est terminée. Là, je ne vous dirai pas c'est quoi. Je vais juste vous dire que c'est dans les cartes événements qu'on va les avoir. Et quand on réussit à passer au travers de ces événements-là, on va remporter la partie. L'une des particularités, c'est que dans le livret d'instruction est fait pour qu'on apprenne à jouer en lisant le livre. Et de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va toujours lire une partie du livret d'instruction à voix haute. On va expliquer à tout le monde qu'est-ce qu'on fait. On va prendre la décision collectivement qui est à prendre. Et c'est le joueur actif qui a le dernier mot. Fait qu'on peut jaser tant qu'on veut, mais c'est le joueur actif qui va dire « Ok, finalement, c'est ça que nous faisons avec la décision qu'on a à prendre. » Et régulièrement, dans les d'instruction, il y a des petites flèches comme ça sur lesquelles c'est indiqué joueur suivant. Donc, ici, par exemple, on va prendre une phase d'événement, on va piocher la paquette de cartes événement, on va la résoudre. S'il y a des décisions à prendre, le joueur actif va prendre la décision après avoir consulté avec le reste du groupe. Et ensuite, il va passer le livret d'instruction au joueur suivant, qui va lire le reste de l'information, il va avoir des choses à choisir, et ensuite, on va passer le livret au joueur suivant. Il va faire le reste de l'information, et juste ici, s'il y a des actions à prendre, c'est le joueur actif qui va les décider, et ensuite, on part au joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière phase de chaque tour de jeu. Fait que le livret d'instruction est fait pour qu'on suive, tout simplement, les règles dans l'ordre jusqu'à temps qu'on arrive à la phase de l'aube, à la fin de la phase de l'aube où on recommence un nouveau tour de jeu. Puis on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait passé au travers le deck de cartes événements. Donc c'est un jeu coopératif, mais chaque joueur ne contrôle pas un personnage. Cela étant dit, passons ces différentes phases-là une par une. Donc, quelles sont ces dites phases? La première phase, dis-je, c'est la phase du matin. Dans la phase du matin, tout ce qu'on a à faire, c'est de piger la première carte objectif et pas la première carte objectif, mais la première carte événement plutôt, et de la résoudre. La première carte événement de chacune des parties sera chapitre 1. Sur la carte chapitre 1, on nous indique comment construire le deck de cartes objectif.
Les cartes objectifs vont être associées à chacun des 3 chapitres du jeu. Fait qu'on va tout simplement dire d'aller chercher la carte objectif finale, de la placer sur le deck d'objectifs, on les place face ouverte et ensuite de piger 2 cartes au hasard objectifs et de les placer aussi sur le deck. Certaines cartes objectifs vont avoir une espèce de petit compteur dessus. On a un petit jeton pour se rappeler on est rendu où sur cet objectif-là, qu'on va avancer au fur et à mesure qu'on garde l'objectif. D'autres n'ont pas cette particularité-là. De façon générale, les cartes événements, une fois qu'ils sont résolus, on les retire du jeu, c'est-à-dire qu'on les remet dans un sac, dans la boîte, puis on les aura plus du reste de la partie. À d'autres moments, les cartes vont nous ajouter des pions froids. Il va y avoir une petite indication juste ici qui nous indique combien de pions ajouter. Quand c'est le cas, on a une zone sur notre plateau de jeu pour les ajouter. Et par moment, les cartes événements ne seront pas retirées du jeu, mais on va nous demander d'aller les placer sur l'un des paquets de cartes du jeu. Ça peut être sur le paquet de cartes visiteur, ça peut être sur le paquet de cartes trouvailles, exploration, etc. Et ça va faire des trucs spéciaux quand on va avoir à piger des cartes dans ce paquet-là. Fait que pour la phase du matin, on pige la carte événement. S'il y a une décision à prendre, c'est toujours le choix actif qui a le dernier mot, mais on peut se consulter. C'est un jeu coopératif avant de prendre la décision. Quand c'est fait, on passe le livre d'instruction à l'autre et on passe à la phase suivante, qui est la phase du jour, où on va avoir des actions à prendre. Donc pour la phase d'action en tant que telle, comment fonctionne-t-elle? C'est très très simple. Chaque personnage qu'on contrôle dans la partie va avoir 3 actions. On va toujours résoudre la première action d'un personnage, ensuite la première action d'un autre, la première action d'un autre, jusqu'à temps qu'on ait résolu la première action de chacun de nos personnages. On peut en avoir un maximum de 4. Ensuite, on va faire leur deuxième action et leur troisième action. Je reprécise, je l'ai déjà dit quelques fois, on contrôle les personnages de façon collective, c'est pas un joueur qui contrôle un personnage, donc on décide ensemble qu'est-ce que chacun des personnages va faire. Le nombre d'actions des personnages, prenons un exemple ici, Marco. Le nombre d'actions des personnages va être modifié par leurs états. Fait que Marco ici, qui est représenté par le personnage qui a un socle vert, c'est pour ça que j'aurai un jeton vert sur la fiche de Marco pour m'en rappeler. Marco peut avoir différents états qui lui sont attribués ici. Par exemple, Marco a un état de fin de 1. On voit que ça ne modifie pas ses actions, par exemple. Par contre, si sa fin augmente à 2 plus tard dans la partie, on voit que Marco vient de perdre une de ses 3 actions. Si Marco est également malade à 1, on voit que ça ne change rien parce que c'est seulement la 3e action qui est perdue. On prend le pire jeton et non pas l'addition de tous les jetons. Par contre, si sa maladie passe à 2, là on voit qu'il perd 2 de ses 3 actions. De la même façon, si Marco, plus tard dans la partie, reçoit une blessure de niveau 3, là en plus, Marco perd sa 3e action, ce qui veut dire qu'il ne sera pas très utile pour l'équipe. Il ne fera pas d'action. Fait que ça, c'est pour le nombre d'actions qu'on a partout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les actions? On peut aller faire toutes les actions qui sont représentées par une petite main rouge sur le plateau. Il y en a plusieurs sur les cartes, il y en a aussi imprimées directement sur le plateau à différents endroits. Commençons par les cartes. Pour aller faire l'action qui est sur les cartes, je dois tout simplement avoir un accès à la carte. Donc, je dois pouvoir envoyer un de mes personnages en ligne droite s'y rendre. Donc, si je veux envoyer un personnage aller fouiller sur la carte qui est là, tel qu'indiqué sur la carte, il peut s'y rendre directement. Par contre, je ne pourrais pas, dans la même première phase d'action, aller fouiller sur la carte qui est là parce qu'il y en a une qui bloque le chemin. Je pourrais, par contre, si on possède la lame de scie, telle qu'indiquée sur la carte juste ici, si nous possédions la lame de scie, elle serait dans l'inventaire juste ici. On pourrait envoyer un personnage, scier les barreaux qui sont juste là. Et si nous possédions un crochet, tel qu'indiqué sur la carte juste ici, nous pourrions tenter d'aller crocheter la serrure. Quand chacun des personnages a déterminé son action, on résout les différentes actions. Les cartes bleues, c'est toujours des actions de fouille, fait qu'on va tout simplement aller gagner des récompenses qui sont derrière. Là, je gagnerai une pile électrique, des composantes, un jeton d'eau, et on défausse la carte. Ça vient de libérer un espace. Les cartes rouges, c'est un peu le même principe, mais généralement, ça prend plus de temps ou des objets. Fait qu'ici, ça me prendrait la lame de scie, disons qu'on l'a. On va aller gagner encore une fois les récompenses. On défausse la carte. Et dans le cas d'une serrure à crocheter, on va avoir à lancer un dé noir qui vient à l'intérieur du jeu, comme ça ici. On va avoir besoin d'un crochet, on va lancer le dé. Si on roule un 4 ou plus, ce qui est le cas, on va défausser notre crochet et on va virer la carte, gagner ses récompenses et défausser la carte. Donc là, les joueurs auraient pris leur première action. Disons que comme deuxième action, je pourrais envoyer, tel qu'indiqué sur la carte Grava qui est juste ici, je pourrais envoyer 2 personnages pour s'occuper de cette carte-là. Fait que j'enverrai 2 personnages faire leur deuxième action ici. Disons que l'autre personnage va aller fouiller là. Puis là, on continue comme ça.
Fait qu'ici, la carte Grava, qu'est-ce qu'elle me dit? Les cartes Grava sont toutes pareilles. Fait qu'on fait juste la retourner, puis il va falloir que je prenne une autre action avant de la retirer du jeu. Alors que ma carte meuble, elle va me donner un paquet de cossins, et je vais la défausser. Fait que pourquoi je voudrais libérer tant d'espace que ça? Disons qu'on est rendu à ma troisième action, et disons que les 3 personnages ont 3 actions. Ben ça va le fait de libérer des espaces comme ça va me donner accès, principalement, à ce paquet de cartes-là. Où je peux prendre une action. L'action est indiquée ici, installer une carte bricolage. Et je peux aller bricoler quelque chose. Chaque objet que je veux bricoler, disons que je veux bricoler un distillateur. Son coût est indiqué dessus. On me dit que ça coûte une pièce mécanique, 2 composantes, 2 bois. C'est indiqué avec le texte. Et quand je bricole quelque chose, je vais prendre la carte, la retourner et je vais la placer dans un des endroits qui est vide de ma maison. Et c'est pour ça qu'on va vouloir vider le plus possible les différents endroits de la maison pour se faire des places où on peut aller bricoler différentes choses. Une autre action que je peux faire, fait qu'on fait juste payer le coût avec les ressources qu'on va avoir dans l'inventaire, puis on place la carte qu'on veut. Et généralement, les cartes, soit dit en passant, nous donnent accès à des nouvelles actions. Fait qu'ici, je pourrais prendre une action pour aller fabriquer de l'alcool frelaté, où je vais avoir besoin de dépenser toutes ces ressources-là. Je vais placer un pion attente sur cette carte, puis quand on va résoudre le pion attente, je vais lancer un dé, puis je vais aller ramasser un certain nombre de jetons d'alcool frelaté que je vais placer à mon inventaire. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aller avoir des nouvelles idées. Quand je vais avoir des nouvelles idées, je vais aller chercher dans le deck de cartes orange 2 cartes de mon choix. La grande majorité des cartes, c'est des améliorations. Par exemple, ici, j'ai la carte où je pourrais améliorer mon distillateur en distillateur d'alcool. Disons que je la veux. Et je pourrais avoir la carte fabriquer un lit. Disons que je veux ces 2 cartes-là. Et ces cartes-là sont tout simplement ajoutées à ma pile de cartes mauve. Fait que la prochaine fois que je vais aller construire quelque chose, je vais avoir aussi accès à mes nouvelles cartes. Finalement, je peux aller farfouiller. Quand je vais aller farfouiller, je vais lancer un dé puis je vais récolter du bois et des composantes selon le résultat du dé que je vais avoir. Mon dé, c'est toujours en noir. Et je peux aller à l'extérieur pour aller piger des cartes visiteurs, aller rencontrer des gens dans la ville, peut-être me faire des nouveaux alliés. Mais si je fais ça, je vais lancer un D10 et si je roule un 1, le personnage qu'on a décidé d'aller à l'extérieur a été la victime d'un tir de sniper et reçoit 2 blessures, ce qui est extrêmement négatif. Et je peux aussi, dans ma phase de construction, dépenser du bois pour construire des barricades. Si on construit des barricades, on voit qu'on a différents espaces qui sont identifiés avec un trou. Ce sont des faiblesses dans la structure de la maison. Quand on construit une barricade, on peut aller recouvrir l'un de ces trous-là et ça va donner des bonus. Très important pour 2 phases de jeu sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus tard. Fait qu'on va rouler avec nos actions comme ça. Je précise aussi que dans nos cartes avancées, il faut se calculer de la place quand on construit parce que mon distillateur d'alcool, si je veux le construire, je n'aurai pas le choix de le construire à côté du distillateur. Fait qu'il faut calculer comment on ouvre nos choses, comment on se fait de la place à l'intérieur de la maison pour éventuellement se construire un endroit chaleureux, relativement confortable dans lequel il est possible de survivre. Fait que pour la phase d'action, on fait les 3 actions de chacun de nos personnages, puis ensuite on passe à la phase suivante. Après notre phase d'action, on a une phase de crépuscule. Dans la phase de crépuscule, nos personnages doivent boire et manger. Pour chaque personnage qui boit, qu'on décide de faire boire, on va défausser l'un de nos jetons d'eau qu'on va renvoyer à la réserve générale. Fait que ici, j'aurais 3 personnages, on défausserait 3 personnages d'eau. Les 3 boiraient, seraient très satisfaits. Par contre, si le tour suivant, disons que j'ai pas réussi à aller chercher d'eau supplémentaire, j'aurais juste 2 personnages qui auraient la chance de boire. Qu'est-ce qui se passe avec le personnage qui ne boit pas? Ben, il va lancer un 2. S'il obtient 5 ou moins, il va augmenter sa faim de 1. Fait que s'il y avait par exemple un jeton de faim à 1, sa faim va passer à 2, limitant son nombre d'actions pour le prochain tour. S'il obtient 6 à 10, c'est plutôt son mal-être qui va augmenter de 1. Fait qu'il n'y aura pas plus faim, mais il va commencer à être déprimé, puis éventuellement il va déprimer davantage et davantage et davantage. Fait que ça, c'est pour la soif. Ensuite, le personnage doit manger. On a différents jetons qui vont servir à manger. On doit tenter de nourrir chacun de nos personnages. Si un personnage ne peut pas manger, sa faim va augmenter de 1, tout simplement. Fait qu'on a un autre jeton qui représente la faim, celui que j'ai déjà montré. S'il ne peut pas manger, sa faim monte de 1. S'il mange des légumes, sa faim reste identique. S'il mange des aliments crus,
sa faim va diminuer de 1. Et s'il mange des excellents aliments en conserve, sa faim va diminuer de 2. Et donc, on doit faire manger chacun des personnages. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais décider, par exemple, de dépenser ces 3 jetons-là pour stabiliser la faim de mes 3 personnages. Puis il me restera un petit peu de nourriture pour le prochain tour. Une fois qu'on a fait manger chacun des personnages, on passe à la phase suivante. Dans la phase suivante, on arrive à la phase de nuit, où chacun des personnages va avoir à décider dans quel état, de quelle façon il va passer sa nuit. Fait que premièrement, les personnages peuvent décider de dormir. Si on envoie un personnage dormir dans un lit, parce qu'on en a construit un précédemment, ce personnage-là, sa fatigue va retomber à 0. Parce qu'évidemment, vu qu'on est dans un jeu dans lequel on nage dans le bonheur, on a aussi un jeton de statut pour la fatigue. Fait que donc, on annule toute sa fatigue s'il dort dans un lit. S'il dort sur le sol, puis on a une case générique, on peut envoyer autant de personnages qu'on veut dormir sur le sol, sa fatigue va plutôt baisser de 2. Les deux autres choses que les personnages peuvent faire, un ou plusieurs personnages peuvent monter la garde. Ici, on a la case porte. Fait que si un personnage va monter la garde, il va nous protéger contre des éventuels explorateurs qui eux aussi font le tour de la ville pendant la nuit pour aller explorer d'autres maisons et ça peut causer un petit peu d'agressivité. La dernière chose que les personnages peuvent faire, c'est ici on a une pile des trouvailles. On peut envoyer autant de personnages qu'on veut explorer la ville pendant la nuit pour aller nous ramener des choses, aller se promener dans la ville puis trouver un paquet d'affaires. Fait que donc, si qu'on envoie un personnage gardé ou qu'on envoie un personnage sur la pile des trouvailles, ben on va augmenter automatiquement leur fatigue de 1. Fait que s'ils n'ont pas de fatigue, on va leur mettre un jeton de fatigue de 1. S'ils en avaient déjà, on va le monter pour chacun des personnages qui fait ces actions-là. Une fois qu'on a décidé de leur statut, ben on va passer à la phase de collecte. Donc, comment fonctionne cette phase d'exploration? Ben, d'abord, avant de l'expliquer, je dois préciser 2 petites choses que j'ai pas dit dans la mise en place. Ici, on a 3 cases sur lesquelles on va aller piocher les 3 premières cartes du paquet de cartes lieux dans notre mise en place, puis on va aller les placer sur ces 3 cases-là, la case proche, loin et très loin, pour faire notre mise en place initiale. Également, du deck de cartes habitants, je dois retirer toutes les cartes qui ont un coin rouge comme ça ici avec le point d'exclamation. Elles vont s'ajouter. Toutes les autres cartes qui n'en ont pas vont rester en jeu pour le début de la partie. Cela étant dit, comment fonctionne l'exploration? Ben, on voit qu'on avait placé Marco et Bruno pour aller faire notre exploration. Quand ça c'est fait, on va aller choisir une des 3 cartes lieux qui sont disponibles. Disons qu'on choisit la carte Villa en ruine. C'est une carte qui est juste ici. Sur la carte, on m'indique différentes informations. C'est un lieu qui est petit, on le voit dans le coin. C'est un lieu dans lequel je peux rencontrer des entrées de sous-sol, du gravat, des portes bloquées. J'ai des trouvailles spéciales. C'est un lieu où j'ai une action particulière que je peux aller faire pour reconnaître les environs. Et fait que sur ce lieu-là, nous autres, on décide qu'on va aller là. Pour décider d'aller là, ben, on va commencer par choisir également quel équipement on amène avec nous. Pour savoir c'est quoi la valeur d'équipement qu'on peut amener, ben, on va aller voir nos cartes de personnages. Marco a une valeur de sac à dos de 5. Bruno a une valeur de sac à dos de 3. Ça me fait une valeur de sac à dos totale de 8. Je peux amener jusqu'à 8 points d'équipement. Fait qu'ici, ma valeur en points d'équipement est indiquée dans le petit triangle noir. Fait que j'amène un pistolet, une hachette et une pelle qui valent un total de 3 de mes 8 points d'équipement. À cela, j'ajoute une balle pour mon pistolet si j'ai à m'en servir. Et on est prêt à commencer notre exploration. Comment l'exploration fonctionne, c'est super simple. Je vais aller dans le lieu où qu'on a choisi. On a un certain nombre de cartes à côté. On va aller piger ce nombre de cartes-là. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va le placer sur notre pile de cartes inconnues. Et quand on a terminé ça, pour faire l'exploration, on a juste à retourner les cartes d'exploration une à une et à les résoudre. On a toujours l'option de faire ce qui est indiqué sur la carte. Je peux renvoyer 2 cartes d'exploration pour reconnaître les environs. Si je renvoie 2 cartes d'exploration pour reconnaître les environs, on me dit d'aller voir le chiffre 422. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça m'amène à ce magnifique livre des scripts. Le livre des scripts a environ 2000 petits courts passages de texte. Là, on me disait d'aller voir le 422. Fait que là, on a un côté livre dont vous êtes les rouges. Je vais aller voir le 422. Là, j'ai des choses qui se passent dans le 422. On va me donner des choix. Il peut y avoir de la narration. Ça peut me renvoyer à une autre ligne de texte. Je vais vous laisser le découvrir vous-même. Mais à chaque fois qu'on a un chiffre comme ça
ça va nous renvoyer à quelque chose qui se passe à l'intérieur et c'est le livre des scripts qui vont nous indiquer spécifiquement qu'est-ce qui se passe quand on fait cette action-là. Fait qu'est-ce qui se passe quand on va reconnaître les environs de la villa en ruine? Ben, c'est ce livre-là qui va nous indiquer. Pour l'instant, je ne précise simplement qu'à chaque fois qu'on me dit de renvoyer des cartes exploration, ça veut dire que je baisse ma pile de cartes exploration. Si là, disons qu'après avoir exploré les environs, je dis je vais continuer l'exploration, mais là on me dit est-ce que le lieu où je suis a une entrée de sous-sol? Je vais regarder le cas. Est-ce qu'il y a une entrée de sous-sol? Oui, il y a une entrée de sous-sol. Donc, s'il y en a, ben, je résous cette carte-là. S'il n'y en avait pas, j'aurais défaussé cette carte-là et j'aurais continué à en piéger. Fait qu'on me dit, qu'est-ce que je peux faire dans mon entrée de sous-sol? Je peux rentrer, augmenter le bruit de 3 et lancer le bruit. Fait que je vais augmenter le bruit de 3. Je commence à 1, je le monte à 4. Je lance le dé. Si j'obtiens plus haut que la valeur de bruit que j'ai, tout est beau. Si j'avais obtenu égal ou plus bas, j'aurais dû piger une carte habitant et la résoudre. Je rencontre quelqu'un, parfois c'est positif, parfois c'est négatif, il peut y avoir des combats qui se suivent, je peux rencontrer quelqu'un avec qui je vais commercer, il peut se passer un paquet d'affaires. Dans mon cas, ça n'est pas arrivé. Donc je continue. Une fois que je suis entré, j'ajoute 5 cartes du paquet d'exploration. Fait que je vais rajouter 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que j'ai trouvé un nouveau lieu où je peux aller explorer, donc ma pile d'exploration est plus grosse. Et puis cette carte-là, je peux la défausser pendant la collecte pour piocher puis résoudre 2 cartes trouvailles au lieu d'une. Fait qu'en plus, je vais garder cette carte-là, j'ai une zone pour garder mes cartes, puis je vais pouvoir la défausser plus tard. Et là, on va continuer l'exploration comme ça. Certaines cartes sont identifiées du sigle privé, c'est-à-dire que le joueur qui la pige ne la lit pas à voix haute, il lit à voix basse et il décide cette carte-là. Fait que je pourrais ignorer la carte ou fouiller les meubles, fait que renvoyer 2 cartes exploration ou augmenter le bruit de 1. Mon bruit est déjà assez haut, je décide de renvoyer 2 cartes exploration, puis je vais piocher et résoudre une carte du paquet de trouvailles. Fait que là, je vais défausser ça. Je pige une carte du paquet trouvailles. On m'avait dit de résoudre la ligne meuble. C'est indiqué sur mon autre carte. Fait que je vais résoudre la ligne meuble. Fait que je trouve de l'herbe, un livre, de l'alcool, des pièces mécaniques. Quand j'ai un dé noir comme ça, ce qui est souvent le cas, ça me dit que sur le lieu où je me trouve, je vais lancer le dé noir, le dé 10, puis je vais aller gagner quelque chose de supplémentaire selon le résultat que j'ai obtenu. Dans mon cas, en plus, j'avais trouvé ma carte de sous-sol, je pouvais la défausser pour aller doubler ma récompense. Une fois que c'est fait, je vais remettre ça dans la pile trouvaille. Je pige la prochaine carte exploration et je continue comme ça. Là, je ne vous les montrerai pas toutes, je vais vous laisser des surprises. Mais je continue comme ça jusqu'à temps qu'une carte exploration me dise que je peux arrêter l'exploration. À ce moment-ci, je déciderai d'arrêter ou de continuer. Ou jusqu'à temps que je passe au travers de deck de cartes exploration. Et vous aurez compris, plus on avance, plus le bruit monte, plus on risque de rencontrer des habitants, plus ça risque de mal tourner. Fait qu'il y a un aspect un petit peu push your luck à l'intérieur. Quand j'ai fini mon exploration, ben, tous les objets que je vais avoir trouvés, là, on a vu, j'avais trouvé de l'herbe, un livre, de l'alcool, j'avais trouvé des pièces mécaniques, j'avais trouvé d'autres choses selon les dés que j'ai obtenus. Tous les objets qu'on va trouver au fur et à mesure de l'exploration, on va les mettre dans notre pile de trouvailles. À la fin de notre exploration, en plus de cette pile de trouvailles-là, je peux rajouter autant de ressources que je veux entre le bois, les composantes et l'eau. Fait que dans toutes ces ressources-là, j'en rajoute autant que je veux à ma pile de trouvailles. Et finalement, dernière action que je prends, je décide qu'est-ce que je ramène. Ma limite reste de 8. Fait qu'on voit que si j'ai trouvé des composantes, les composantes valent 1 d'espace. Si j'ai trouvé des aliments crus, les aliments crus valent aussi 1 d'espace. Chaque bois, chaque composante et chaque eau vaut 1 point d'espace dans notre sac à dos. Et je dois aussi penser à ramener les objets que j'ai amenés. Si je veux ramener ma hachette, mon pistolet et ma pelle, ben ça me coûte également 3 d'espace pour les ramener. Fait qu'on décide qu'est-ce qu'on veut ramener, qu'est-ce qu'on veut garder dans tout ce qu'on a trouvé. Ce que nous ramenons, nous le gardons, nous le ramenons dans notre inventaire. Mettons que je n'ai pas utilisé ma balle. On se rajoute aussi les jetons qu'on a décidé de garder parmi l'eau, le bois et le composante. On rajoute ça à notre inventaire. Et ça met fin à notre phase d'exploration. Les cartes exploration que nous avons pigées ou que nous n'avons pas pigées, sans regarder celles que nous n'avions pas précédemment regardées, on les remet dans le deck d'exploration, on rebrasse ça et on se prépare pour le prochain tour. Dans la phase suivante, phase qui se passe thématiquement en même temps que la phase d'exploration, il y a la phase de raid de nuit. Dans la phase de raid de nuit, ben, on va avoir potentiellement indiqué que des personnages vont servir de garde. On va potentiellement leur indiquer avec quelle arme ils se défendent. Et comme elle se passe en même temps que la phase d'exploration, si j'ai un personnage qui est parti avec un pistolet, par exemple,
pendant la phase d'exploration, ben, le personnage qui garde ne peut pas se servir du dit pistolet. Fait que si dans mon exemple précédent, les joueurs étaient partis en exploration avec la hache et le pistolet, donc le garde ne se sert de rien, il ne se défend qu'à main nue. Je précise aussi, comme pour la pile de cartes habitants, dans la pile de cartes raid de nuit, il y a des cartes qui ont un coin rouge comme ça, on va les enlever en début de partie, puis ils vont se rajouter au deck de cartes au fur et à mesure que la partie va avancer. Fait que le raid de nuit, comment ça fonctionne? C'est super simple. Je vais en révéler une juste pour montrer. On révèle la première carte, puis on voit qu'est-ce qui se passe. Fait que ici, on voit que je reçois des dégâts et je reçois des blessures. Les dégâts sont des pions et des ressources qu'on va perdre au choix. Les blessures sont des blessures que le personnage qui est ici va recevoir, qu'un jeton blessure qu'on va lui ajouter. Si j'ai des barricades, les barricades vont bloquer soit un dégât, soit une blessure pour chacune des barricades que j'ai. Donc si on avait construit une barricade, je pourrais dire on perd 4 jetons, mais le personnage qui est là ne perd aucune blessure. J'avais précisé que le personnage qui est là peut se défendre. Si on lui a mis une arme ou non, il va pouvoir lancer un dé. Si on ne lui a pas mis d'arme, il va lancer un dé gris. Si on lui a mis une arme blanche, il va lancer un dé jaune. Et si on lui a mis une arme à feu, il va lancer un dé rouge. Je précise que pour avoir le droit de lancer le dé rouge, comme c'est une arme à feu, il doit également dépenser un pion munition. Fait que si je l'avais équipé avec le pistolet, il aurait le droit de lancer un dé rouge pour se défendre pendant la phase de nuit, mais il aurait eu à défausser son jeton munition que nous perdons. Les personnages ont également une valeur de prouesse. Fait que si je prends l'exemple de Marco, si j'avais mis Marco en défense, Marco a une valeur de prouesse de 2, ce qui veut dire qu'il a droit à 2 relances pour le dé qu'il lance en défense. Qu'est-ce que ce dé-là veut dire? Ben, ce sont tout simplement des dégâts qu'on va réduire. Fait que si, comme j'ai dépensé une balle de pistolet, je réduis de 3, encore une fois, comme les barricades, soit en dégâts, soit en blessure. Fait que grâce à ma barricade et à mon résultat de 3, je pourrais dire mon personnage prend une blessure, mais je bloque complètement les 4 dégâts, ou je bloque une blessure, 3 des dégâts, et nous ne perdons qu'un seul jeton pendant cette phase-là. On me dit que la carte est retirée du jeu. Donc, cette carte-là, nous ne la reverrons plus. Et à la fin du phase de raid de nuit, il y a toujours une vague de crime. Fait que dans les cartes qu'on a enlevées en début de partie, on va en prendre 2, on va aller les brasser dans le deck de cartes raid de nuit. Dans les cartes habitants qu'on a enlevées en début de partie, on va en prendre 2, on va les racheter dans le carte habitant. On va les brasser là-dedans. Et ces cartes-là sont toujours de pire en pire. Éventuellement, on va avoir rajouté toutes les cartes. Fait que là, à ce moment-là, on fait juste ne plus en rajouter. Fait que pour la phase de raid de nuit, c'est tout. La dernière phase d'un tour de jeu en tant que tel, c'est l'aube. Dans la phase d'aube, ce qu'on va faire, c'est que selon les différents jetons qu'on va avoir trouvés depuis le début de la partie, on va pouvoir les placer des jetons bandages et médicaments sur nos différents personnages. Les jetons bandages vont généralement aider les personnages qui sont blessés. Les jetons médicaments vont aider les personnages qui sont malades. Là, dans ce cas-ci, j'ai 2 personnages malades, 2 personnages blessés. Marco va vraiment mal, il est déprimé, il est fatigué, il a faim, il est malade, il est sur le bord de mourir. Fait que je vais mettre mon bandage sur Marco, mon médicament. Je vais aller le mettre sur Bruno pour voir pour tenter de le guérir. Et une fois que ça c'est fait, on va aller piger du deck de cartes destin, on va aller piger une carte. Là, il va se passer un paquet de choses sur la carte. On me dit par exemple, si j'augmente de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Blessé sans bandage, je vais aller augmenter sa blessure de 1. On me dit je diminue le 1 de la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Fait que lui a pris un médicament, fait que sa maladie s'en va. Lui par contre, il n'en a pas pris, mais sa maladie ne bouge pas. On me dit je défausse tous les pions médicaments de tous les personnages. Fait que médicaments, je garde mon bandage, je vais le protéger pendant un tour. Là, je vais regarder mes pions froids. On se rappelle en début de tour de jeu, j'ai dit qu'on pouvait placer des pions froids selon l'événement qu'on a pigé. Chaque carte événement qu'on pige en début de tour va m'indiquer combien de pions froids je vais rajouter sur ma case froid. Fait que je regarde à ce moment-là sur ma case destin, il y en a combien. Je fais le nombre de pions froids moins le nombre de pions barricades. Fait que dans mon cas, j'ai construit une barricade sur le plateau, j'avais un pion froid, ça fait 0. Si ça avait été de 4 ou plus, ben mes personnages auraient commencé à être malades. Ensuite, dans mes lieux, je vais changer le petit lieu le plus proche. Fait que je vais aller voir les lieux qui sont petits, celui qui est le plus proche de notre planque. Je vais aller l'échanger, puis ensuite on va tasser, sinon je vais échanger le moyen. Fait qu'on va aller piger une nouvelle carte lieu. Je résous les pions attente. C'est à ce moment-là que je vais aller résoudre ces pions-là.
certaines cartes. Si j'ai un distillateur, on va me dire que je pouvais prendre une action pour aller placer un pion attente sur cette carte-là. Fait qu'au moment où je pige ma carte destin, je vais aller résoudre mon pion attente. Fait que quand je résous, je lis le texte, je vais lancer un dé, puis je vais gagner de l'alcool. Frelaté. Ensuite, je vais résoudre le trait A de chaque carte personnage. Qu'est-ce que ça veut dire, le trait A? Allons voir Bruno. Bruno, son trait A me dit je dois défausser une carte cigarette. Fait que Bruno, il veut fumer. S'il fume pas, on augmente son mal-être. Fait qu'à ce moment-là, si j'ai pigé la carte destin, Bruno il est déprimé parce qu'il n'a pas son paquet de cigarettes. Maudit Bruno. Fait que là, Bruno commence à se sentir mal. Il commence à mal filer. Il déprime parce qu'il peut pas fumer. D'autres traits A, par exemple, lui ici, Marine, lui veut boire du café. Sinon, il est déprimé. Et Marco, lui, son trait A, me dit que si n'importe qui a faim, ben lui, son mal-être augmente. Fait que là, dans ce cas-ci, Bruno avait faim, fait que le mal-être de Marco aurait augmenté aussi, parce que Marco ne supporte pas de voir les autres être en train de mourir de faim. Fait que donc, chaque personnage, on va résoudre son trait. Si on remet cette carte-là dans le deck, et on rebrasse ça pour le prochain tour. Quand ça c'est fait, on va aller piger 2 cartes du deck d'action narrative. Je ne vous les montrerai pas. Ce sont tous des cartes positives qu'on garde avec soi et qu'on peut jouer à n'importe quel moment pour faire l'effet de la carte. On en pige 2, on en garde une. On n'a pas de limite au nombre qu'on peut avoir. Une fois qu'on a résolu ça, ben, on va tout simplement commencer un nouveau tour de jeu en commençant avec notre deck de cartes événement. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. S'il y a des jetons qui n'ont pas été utilisés, on les ramène tout simplement dans l'inventaire. Les derniers détails. Dans la phase d'exploration, il est possible qu'on rencontre des gens avec qui nous devons nous battre. Si on se bat, le principe est relativement le même que quand on garde. On va avoir premièrement à piger des jetons dans une petite pile de jetons qui vont indiquer quel type de garde, quel type d'habitant, quel type de citoyen nous rencontrons. Sur la valeur, sur les jetons, ça va être écrit une valeur de prouesse. Dans ce cas-ci, il y a une valeur de 0 et la couleur du jeton va indiquer le type de dé que cet individu-là va lancer. Cet individu-là lance des dés gris et a une prouesse de 0. Si je prenais par exemple celui-là, cet individu-là va lancer des dés jaunes, il a une arme blanche et a une prouesse de 1. Certains individus, ici on voit par exemple, lui il a une arme rouge, donc il va lancer des dés rouges, et il a aussi une prouesse de 1. Donc comment ça fonctionne? Ben, le personnage, si j'affronte par exemple le personnage qui est rouge, moi-même si mon personnage, disons qu'il a une hachette, il a donc une arme blanche, fait que moi je vais lancer un dé jaune pour indiquer mes dégâts, mes prouesses m'indiquent le nombre de relances que j'ai. Le type de dé que l'autre va lancer va indiquer le nombre de blessures que lui va me faire. Et on a un petit endroit sur le plateau qui va indiquer le nombre de dégâts que la personne peut recevoir. Pour chaque dégât que je vais le faire, on va bouger le jeton sur ce plateau-là. Puis une fois qu'il va être rendu à la limite, ben, il va être éliminé. Puis lui, à chaque succès qu'il a, il inflige une blessure à l'un de mes personnages, à celui qui se bat. Ce qui peut rapidement dégénérer. Autre chose que je vais dire au niveau des règles, on va également rencontrer les habitants qu'on rencontre, ne sont pas tous des sauvages qui essaient de nous arracher la tête. On va également rencontrer des personnages avec qui on peut commercer. Quand on veut commercer, vous avez peut-être remarqué, sur chacun des items du jeu, il y a une valeur de poids. Dans ce cas-ci, mon couteau a un poids de 1, mais il a également un coût ou une valeur en tant que telle qui, dans ce cas-ci, est 8. Quand on veut commercer, on va toujours avoir à payer un petit montant de base forfaitaire pour avoir le droit de commencer à commercer. Un personnage va nous dire, par exemple, ça coûte 3 juste pour avoir le droit de commercer avec lui. Puis ensuite, le personnage va nous dire quelle couleur d'objet ou quel objet il peut vendre. Je peux rencontrer un personnage qui me dit qu'il y a une valeur de commerce de 3, puis lui, il vend n'importe quel jeton vert. Fait que dans la pile de trouvailles qu'on a, on va pouvoir vendre tout ce qu'on veut au prix qui est indiqué sur les jetons. Fait que je pourrais vendre, par exemple, mon couteau pour m'acheter un légume, parce que là j'ai payé mon montant forfaitaire de 3, puis avec le 5 de mon couteau qui me reste, ben là je peux m'acheter un légume. Si en plus de mon couteau j'avais une hachette, ben je pourrais décider de la vendre aussi, puis comme j'ai déjà payé mon montant forfaitaire de 3, ben le 12 de ma hachette, je pourrais l'échanger contre n'importe quoi qui a une valeur de 12. Je pourrais m'acheter par exemple un aliment cru qui coûte 10, et pourquoi pas 2 paquets de cigarettes pour Boris, parce que Boris fume, qui coûtent chacun 1. Fait qu'on fait l'échange comme on veut quand on a à commercer, puis c'est le personnage qu'on va rencontrer, ou le groupe, ou l'endroit où on va se trouver,
qui va déterminer c'est quoi le montant forfaitaire qui est à payer pour avoir le droit de commercer, quel jeton on peut vendre. De façon générale, on peut vendre n'importe quoi, mais surtout quel jeton on peut acheter. Des fois, c'est juste des bandages, des médicaments. Certains personnages vont vendre juste des armes. Des fois, c'est la couleur des jetons. On peut vendre juste des jetons, orange, jaune plutôt, ou vert. Et il y a beaucoup de jetons gris, entre autres les bijoux par exemple, qui servent juste à ça. Le bijou n'a aucune utilité dans le jeu à part qu'il vaut cher. Fait que si on a des bijoux, on peut les traîner pour pouvoir les vendre puis commercer avec les différents habitants que nous rencontrons. Dernière chose, en combat, des fois sur le dé, on va obtenir cette face-ci où il y a une espèce de double S qui se croise. C'est le signe du destin. Quand on obtient cette face-ci, on peut décider que c'est ça le résultat qu'on a obtenu. Si on a des relances, on peut décider de le relancer ou on peut décider de s'en remettre au destin. Vous avez peut-être remarqué tantôt, sur chaque carte destin, dans le bas de la carte, il y a un dé. Fait que si on décide de s'en remettre au destin, on va piger la première carte du paquet destin. On va aller regarder de la carte, le bas de la carte, si ça correspond à la couleur du dé qu'on a lancé. Moi, j'ai lancé un dé gris. Et si c'est le cas, on déclenche l'effet de la carte. Si c'est pas le cas, on fait juste la défausser. Puis on laisse faire. Fait que si j'avais pris, par exemple, cette carte-là, j'ai mon dé gris, j'ai rien obtenu, mais j'ai obtenu destin. Je pige une carte, ça me dit... Ah ben la cible subit 3 blessures. Fait qu'à la place de faire 0, j'ai fait subir 3 blessures à la cible, ce qui est assez pour la mettre KO dans le cas des bandits et des brigands que je rencontre. Fait que ça c'est pour le combat. Dernière chose, les scripts. Il y a certaines cartes que je vais piger, puis elles peuvent venir d'à peu près n'importe quel paquet. Il y en a dans le visiteur, il y en a dans les habitants, raid de nuit, dans l'exploration, qui vont avoir le poids de la réalité. Le poids de la réalité, c'est des événements particuliers. On va me demander de regarder un nombre et une couleur. La couleur, je vais aller la chercher dans le deck de couleurs. Ici. Fait que dans le deck de couleurs, je vais piger une carte. Il y a 5 couleurs, donc il y a 5 cartes. Fait que ici, par exemple, j'aurais pigé le bleu, ou le noir, ou le vert, ou le gris, ou le rouge. Et dépendamment du deck dans lequel je me trouve, on va me demander de piger la prochaine carte ou de me référer à une carte. Disons par exemple que je suis en train de faire une exploration, je suis dans ma villa en ruine, et on me dit d'aller chercher dans la pile de cartes exploration. Fait ici, j'ai une petite indication exploration, j'ai 5 numéros selon la couleur que j'ai pigé. Fait que donc moi j'avais pigé bleu, fait que là, il faudrait que j'aille voir dans mon livre de script le numéro 158. Et là, il se passe quelque chose dans la villa en ruine. C'est encore une fois ce livre-là qui va m'indiquer qu'est-ce qui se passe. Et là, je ne vous révélerai pas, vous irez l'explorer par vous-même. Mais il peut avoir, ça pourrait être un visiteur qui me fait piger une carte, fait que là je vais aller voir dans le bas de la carte visiteur, il y a également des chiffres. Ça pourrait être dans mon paquet de cartes habitants, il y a également des chiffres dans le bas, fait que je peux avoir le poids de réalité, ça peut être dans le paquet de cartes raid de nuit. À peu près tous les paquets de cartes ont l'indication avec les chiffres dans le bas. Fait que quand on me dit le poids de la réalité, on va chercher une carte couleur, je regarde la carte que je viens de piger, je vais aller regarder la couleur, et ça va me référer toujours à mon livre des scripts qui va m'indiquer un élément narratif qui se passe à ce moment-là dans le jeu. Dernière petite chose, les objectifs, comment ça marche? C'est, on va me dire de résoudre les différents objectifs à différents moments précis dans la partie, généralement quand je finis un chapitre. Fait que une fois que je vais avoir résolu les 4 prochaines cartes événements, je vais arriver à la carte chapitre 2. La carte chapitre 2, elle va me dire de résoudre, elle va me dire quelque chose et en plus de résoudre la carte objectif. Les cartes objectifs, je ne suis pas obligé de les faire, mais si je les fais, j'ai une récompense. Si je ne les fais pas, j'ai une sanction, généralement assez sévère. Puis une fois qu'on a fini un chapitre et résolu une des cartes objectives, on fait juste défausser ça, puis on va continuer à chaque tour de jeu. Fait que la structure est toujours la même, puis la structure est indiquée là-dedans. Je vais piger une carte événement. Je vais faire ma phase de jour avec toutes les actions. On va faire la phase de nourriture, qui s'appelle la phase d'aube, je pense. Non, la phase d'aube, c'est la dernière. Bref, il va y avoir la phase de maintenance. On va manger, on va boire. Il va y avoir la phase d'exploration. On va aller tenter de trouver des nouveaux objets. On va aller se promener dans la phase de nuit. Il va y avoir la phase de raid de nuit. On va se faire attaquer. À tous les tours de jeu, on se fait attaquer. C'est immanquable. C'est très, très difficile de s'en tirer en début de partie. On va avoir la dernière phase où on va piger notre carte destin, nos actions narratives, puis on recommence comme ça. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on arrive dans nos événements finaux. Il y a un des objectifs qui va mettre fin à la partie où je vais avoir à accomplir mon objectif final. Et si c'est le cas, on va remporter la partie. Si à un certain moment, tous nos personnages meurent, on perd la partie. Tant qu'il reste au moyen, on peut essayer de continuer.
Des fois, on a juste des victoires morales, mais tant qu'on a au moins un personnage qui est encore vivant, on peut essayer de continuer. Comment perd-on ces personnages? Ben, ça va être avec les différents statuts. Tous les statuts, par exemple ici, ma maladie, s'ils tombent au niveau 4, chacun des statuts va avoir un épilogue. Fait que là, on va me dire d'aller voir un chiffre dans le livre des scripts. Ça, je peux vous le dire, ce chiffre-là va faire référence à ce personnage-là spécifiquement. Fait que le chiffre va me dire Marco, toi t'as Marco, fait qu'il va avoir tel numéro dans le livre des scripts. Et Marco, quand il arrive à une maladie de 4, il se passe quelque chose qui est différent de quand Boris arrive à une maladie de 4, de quand Marin arrive à une maladie de 4, et ainsi de suite. Chaque personnage a quelque chose d'unique pour chacun des 5 statuts quand il arrive au maximum. Et de façon générale, c'est de cette façon-là qu'on peut perdre des personnages. Ils vont mourir du bout de leur blessure, des trucs comme ça. Et ça fait pas mal le tour de ce qu'il y a à savoir au niveau des règles de This War of Mine. Maintenant, il me reste à dire ce que j'en pense. Donc, This War of Mine, maintenant que je vous ai vaguement montré comment on joue, c'est assez difficile de le faire sans jouer, étrangement. Qu'est-ce que je pense du jeu? D'abord, au niveau des composants, c'est un jeu qui est absolument splendide dans son aspect déprimant. Les jetons sont tous différents les uns des autres, là. Ils ont tous des formes différentes, fait qu'ils sont faciles à repérer, même s'il y en a beaucoup. Plus le jeton est gros, plus il vaut cher, fait que aussi on le retrouve facilement quand on a besoin de faire du commerce avec d'autres personnages. Il n'y a pas de composantes que je n'aime pas dans le jeu, là. Même le bois, les composantes. Les jetons d'eau, ce sont des beaux jetons qui sont faits sur mesure pour le jeu. Les figurines, c'est Awaken Realms, fait que les figurines sont vraiment de haute qualité, sont vraiment très solides. Les cartes sont très belles, le design des cartes est très clair. Fait que tout est très beau au niveau du plateau. Le plateau il est même réversible, fait que de l'autre côté du plateau, on a une deuxième façon différente de construire sa maison. Les pièces sont pas disposées de la même façon, les actions sont pas à la même place, etc. Fait que c'est vraiment un super beau jeu. Au niveau de la jouabilité du jeu, là, au niveau de ses règles, je le dis tout de suite, c'est un jeu qui plaira pas à tout le monde. Il y en a qui vont l'adorer, il y en a qui vont le détester. Je pense pas qu'il y a grand monde qui vont le trouver moyen. On va aller dans les deux extrêmes, je crois. Fait que dans ces mécaniques, j'aime comment la façon est divisée. Comment la façon, le tour du jeu est divisé. On a une partie qui est vraiment worker placement, engine building. Fait qu'on va aller placer ses ouvriers, ses survivants. On va tenter d'améliorer la maison dans laquelle on est. Fait qu'on va déterminer qu'est-ce qu'on fait avec chacune de leurs actions. On va aller placer les ouvriers à l'endroit où on va faire les actions. Puis on va tenter de se faire un engin qui est de plus en plus efficace. On va se construire un distillateur qu'on va transformer en distillateur d'alcool. Ça va nous permettre de produire de l'alcool frélaté qu'on va aller vendre à gros prix, qu'on va aller commercer en rencontrant des gens dans la phase d'exploration. On va aller construire des lits pour pouvoir se reposer pendant le jour, pour regagner des actions qu'on a perdues dues à la fatigue. On va aller se construire un paquet d'affaires, des pièges, des ateliers pour se construire des armes, des trucs comme ça. Fait qu'on va se construire quelque chose de super intéressant à l'intérieur. Puis au début, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, tout le monde a faim, tout le monde est déprimé, tout le monde est fatigué, tout le monde est malade, tout le monde est blessé. Fait qu'on n'a pas beaucoup de ressources et on n'a pas beaucoup d'actions. Fait qu'il faut essayer de manager ça. Ensuite, on part, on a une petite phase de maintenance là, avec nourrir tout son monde. Puis on passe à la phase d'exploration qui est aussi, selon moi, très intéressante et qui est même probablement l'aspect le plus intéressant du jeu parce qu'on va aller jouer beaucoup avec ça dans la phase d'exploration. On va rencontrer des cartes. Parce que si la phase d'exploration, c'était je tourne une carte, là, je fouille un meuble, je gagne quelques ressources, je tourne une autre carte, je rencontre quelqu'un, on se tire dessus, on lance chacun un dé, on mange des blessures, je tourne une autre carte. Si c'était juste ça, ça serait moyen sans plus. Mais comme régulièrement, je vais tourner une carte, on va me dire pige une carte couleur, va chercher tel numéro. Là, il se passe un élément narratif. Je trouve un vieux monsieur qui est perdu dans les décombres de je sais pas quoi, puis là, on décide si on l'aide ou si on lui vole le peu de nourriture qui lui reste. Je trouve une famille cachée dans un sous-sol du manoir qu'on explorait. Ils ont plein de victuailles. Là, on nous propose de s'allier à eux. Est-ce qu'on les vole? Est-ce qu'on s'allie? Est-ce qu'on kidnappe quelqu'un? On a plein de choix, puis on a toujours le choix de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on va être gentil? Est-ce qu'on va être méchant? Est-ce qu'on va être cruel envers nos voisins? Est-ce qu'on veut tenter d'aider le voisinage? C'est toujours super intéressant comme décision à prendre. Puis en plus, chacun des personnages a une valeur d'empathie. Où on va me demander de faire des dés pour mesurer comment le personnage réagit selon les actions qu'on prend. Fait que certains personnages qui ont beaucoup d'empathie, si je vole la famille qui ont leur argent, ben ça se peut que j'augmente beaucoup le mal-être de ces personnages-là, qui vont éventuellement être extrêmement déprimés d'être avec notre groupe, peut-être même au point de nous quitter. Fait que on a narrativement, c'est une expérience extrêmement riche.
Par contre, on est dans un environnement de guerre civile. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai joué qui ont dit ah oui, narrativement c'est super, mais c'est vraiment déprimant comme jeu. On passe toute la partie à essayer de guérir quelqu'un qui est malade, qu'on réussit pas, on essaie de guérir quelqu'un qui est blessé, on réussit pas, il y en a un qui commence à être de plus en plus déprimé parce qu'il peut pas fumer, ou parce qu'il peut pas boire son café, ou parce qu'il voit tout le monde mourir de faim autour de lui. Il y en a un qui commence à être extrêmement fatigué, l'autre il a faim, les statuts s'accumulent, on ne sait plus où donner de la tête à un moment donné parce qu'il y a trop de choses négatives qui s'abattent sur nous autres. Des fois, on a des décisions narratives qu'on pense vouloir bien faire puis ça se retrouve contre nous autres. On a un enfant qui cogne à la porte pendant la nuit, qui nous demande de l'aide, on décide d'ouvrir la porte. L'enfant est avec un gang de rue qui vient nous tabasser puis qui en tue un de nous autres ou qui nous vole du stock ou qui... Bon, vous avez compris le principe. C'est généralement un jeu très négatif au niveau de l'ambiance du jeu, mais très réaliste au niveau, en tout cas je pense, à tout le moins c'est l'impression que ça me donne, au niveau de ce que ça peut être de vivre dans une zone de guerre. Fait que c'est vraiment un jeu de simulation de la vie d'un survivant dans un monde de guerre civile. Fait qu'on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'événements positifs qui se passent dans une journée. Il y en a, mais pas beaucoup. C'est dangereux de sortir de jour. On préfère sortir la nuit pour explorer la ville. C'est extrêmement difficile de survivre et de trouver toutes les ressources qu'on a besoin pour survivre. Et même lorsqu'on gagne une partie, des fois, on a l'impression d'avoir juste une victoire morale parce qu'on se rend à la fin, mais tellement abîmé, déprimé, dépressif, qu'on n'a pas l'impression tant que ça d'avoir gagné. Fait que cet aspect-là de négativité ne plaira pas à tout le monde. Par contre, si vous cherchez quelque chose qui est très riche au niveau de la narration, moi, il me faisait penser beaucoup au jeu Tales of Arabian Nights, mais en version améliorée parce qu'on a plus de contrôle sur si on va gagner ou perdre la partie, puis en plus il est collaboratif. Donc c'est quelque chose que normalement vous devriez beaucoup aimer. C'est peut-être ses deux plus gros défauts, c'est que comme il y a pas de. Les joueurs ne sont pas attitrés à contrôler un personnage, mais que tout le monde contrôle tout le monde de façon collective, ça ouvre la porte à l'Alpha Gamer très très grande. Fait que l'Alpha Gamer va pouvoir décider pour tout le monde si on en a un qui est désagréable ou si vous jouez avec moi puis je vous dis quoi faire. Ça peut être désagréable, puis je comprends tout à fait pourquoi ça peut l'être. Le livre d'instruction a beau nous dire, là, c'est à ce moment-là, pendant cette phase-là, pendant la phase de crépuscule, c'est le joueur actif qui prend la décision, puis c'est juste quand on voit l'espèce d'onglet joueur suivant qu'on passe le livre au joueur suivant, puis c'est le joueur suivant qui va avoir la décision à prendre. Ça doit être un joueur qui décide théoriquement, comme on discute puis on prend tout collectivement, s'il y a un alpha gamer, il peut tout contrôler. Fait que ça, c'est un petit défaut du jeu. L'autre défaut qu'il va avoir, c'est aussi au niveau des règles. Ils ont pris une décision très très spéciale. Dans le journal, qui est le livre de règles, on a toutes les règles de base du jeu et on nous réfère souvent, par exemple, si j'ai mes actions de jour, comment ça marche, et on me réfère le FAQ, la foire aux questions de l'action de jour, on va voir le chiffre 300. Et là, si je vais voir le chiffre 300 à l'intérieur du livre de script, là, j'ai des détails ici sur l'espèce de fond gris plus foncé. J'ai des détails sur des précisions sur les règles d'action de jour. Et ça, je vais avoir des précisions comme ça un peu partout. Entre 0 et 1000, j'ai peut-être une quinzaine ou une vingtaine de cases qui vont préciser des règles. C'est un choix extrêmement bizarre de ne pas avoir mis soit tout au début, soit tout à la fin de ce livre-là, toutes ces précisions-là au niveau des règles. Ce qui veut dire que pendant la partie, là, je suis dans la phase de nuit, genre, as-tu le droit de faire ça? Je suis plus certain. Là, je m'en vais fouiller phase de nuit, phase de nuit, phase de nuit. Ça, c'est la phase de collecte, fait que c'est pas ça. La phase de nuit, c'est un petit peu plus tard. Phase de raid de nuit. Bon, je l'ai ici. Fait que là, j'ai mes précisions ici. Fait qu'on passe son temps à fouiller là-dedans, surtout la première fois qu'on joue, de façon inutile. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ça, c'est un drôle de choix au niveau des règles. Mais bon, on passe quand même au travers parce que les règles ne sont pas si complexes que ça. Fait que la façon dont le deck est construit avec les couleurs que chaque carte du jeu peut avoir jusqu'à 5, des fois, voire 10 numéros qui lui sont associés, des choses différentes qui peuvent se passer selon la couleur que je pige au moment où je vais explorer cette carte-là. C'est super, c'est vraiment engageant, c'est vraiment bien pensé, mais c'est narrativement extrêmement déprimant. Fait que vous pourrez voir si c'est quelque chose qui vous intéresse. Moi, c'est un jeu que j'ai personnellement
adoré parce qu'il me donnait beaucoup de contrôle sur comment j'allais essayer de survivre avec ce groupe-là, puis qui me faisait vivre une belle aventure narrative. C'est quelque chose que j'ai apprécié davantage pour avoir fait des parties solo et des parties en groupe. J'ai apprécié davantage en groupe parce qu'on pouvait partager cette narration-là puis vivre cette expérience-là ensemble. Mais je peux comprendre, étant donné qu'on contrôle tout le monde de façon collective, que certains joueurs vont le préférer de façon solo. C'est aussi très le fun à jouer solo puis à découvrir les choses. Il y a même une de mes composantes préférées dans le jeu. C'est peut-être un peu niaiseux, mais sur les punchboards, initialement, on a des jetons vides. On a tout le temps ça dans les jeux de société. Mais dans ce jeu, on fait juste jeter une fois qu'on défait les punchboards. Mais dans ce jeu-là, c'est écrit sur le punchboard, ne les jette pas, ces jetons vides-là, garde-les. Et pourquoi? Ben, pendant ma phase d'exploration, des fois, ou dans le livre des scripts, des fois, on va me dire, va chercher l'un de ces jetons vierges. Et sur l'une des phases de ce jeton vierge-là, va écrire ceci, comme ce jeton-là, ici, il s'est passé de quoi, là, je ne le montrerai pas, mais il s'est passé quelque chose avec ce jeton-là. Fait qu'on écrit quelque chose sur le jeton. Et ce jeton vient s'ajouter à toute la réserve du jeu. Il va devenir ce qui est écrit sur ce dit jeton. Fait que ça peut être de l'équipement, ça peut faire référence à une carte au trésor, ça peut être un paquet de choses différentes. Fait que c'est une belle façon qu'ils ont trouvé d'ajouter du matériel dans le jeu sans le dévoiler d'avance qu'est-ce que c'était ce matériel-là. Fait qu'au niveau narratif, c'est vraiment super bien pensé. Si vous cherchez un bon jeu narratif à partager avec un groupe d'amis, c'est un excellent choix si vous êtes prêt à vivre les horreurs de la guerre. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans le bas de la page, questions, commentaires ou précisions sur les règles si je me suis trompé, comme à l'habitude. Venez nous citer sur Twitter, Instagram, notre page Facebook. Supportez-nous sur notre page Patreon pour qu'on puisse continuer à fournir de l'excellent matériel, du moins on l'espère. Et sur ce, à la prochaine.